Oui, le pouvoir du CSA, c'est pas un peu, complètement désuet. Rappelons quand même que 44 millions de Français regardent la télévision tous les jours. Il n'empêche que les jeunes, oui, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur YouTube. Et là, il y a zéro régulation. Bonjour Christine Caddy. Journaliste, animatrice, chroniqueuse, ancienne membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA, de 2009 à 2015, on est ravis de vous recevoir dans notre série Médias dans l'arène pour évoquer justement le rôle de ce conseil. A-t-il encore un sens? A-t-il encore un réel pouvoir? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec vous. Beaucoup pensent que le rôle du CSA, c'est de réguler, de contrôler, quelquefois même de sanctionner. Mais c'est aussi, et vous me confirmerez, de donner des avis législatifs, de proposer des lois pour faire évoluer le paysage audiovisuel. On ne connaît pas suffisamment le CSA et c'est dramatique. Parce que le CSA permet d'avoir un audiovisuel propre, entre guillemets, un audiovisuel fort. Si je dis ça au grand public, il va sourire. Et pourtant. Pourquoi je dis ça? Une chaîne ne peut émettre que si elle a une fréquence. La fréquence, c'est l'État qui a donné le pouvoir au CSA d'offrir cette fréquence gratuitement, alors que dans d'autres pays, cette fréquence, on la vend des dizaines de millions d'euros aux enchères. On l'a gratuitement en France. En revanche, les chaînes doivent respecter plusieurs textes de loi pour pouvoir diffuser. Cette chance qu'on a en France permet de ne pas avoir de la violence en heure de grande écoute, permet de ne pas avoir de la pornographie en heure de grande écoute, permet de ne pas avoir des armes à la télévision, contrairement à d'autres pays, permet de ne pas avoir toutes les 7 minutes de la publicité qui n'est pas encadrée par « attention, il y aura de la publicité, un écran pub ouvert, fermeture ». Donc on ne se rend pas compte de la puissance et des conséquences positives du CSA dans nos vies aujourd'hui. En revanche, il faut se rendre compte à quel point nos enfants aujourd'hui ont un gap très profond entre la télévision et le net. Nos enfants sont plus en danger, par exemple, que des enfants américains ou anglophones. Pourquoi? Parce que les parents, nous, ancienne génération, on va dire, vont croire inconsciemment que sur le net, on a comme la télévision, on est plutôt protégé, on n'a pas l'habitude de voir des armes à feu, etc., de la violence, quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre, etc., des meurtres et tout. Et alors que sur le net, tout est possible. Il n'y a pas de régulation. Alors justement, le pouvoir du CSA sur Internet est très restreint. Est-ce que, à l'heure où les jeunes s'informent sur le net, où ils désertent la télévision au profit de YouTube par exemple, est-ce que le pouvoir du CSA n'est pas un peu désuet? Oui, le pouvoir du CSA, c'est pas un peu, complètement désuet. À la fois, il est très utile dans les médias traditionnels. Rappelons quand même que 44 millions de Français regardent la télévision tous les jours. Donc, rappelons quand même qu'on a quand même une force de la télévision encore aujourd'hui. Il n'empêche que les jeunes, oui, ils sont sur les réseaux sociaux, ils sont sur YouTube. Et là, il y a zéro régulation. Enfin, la régulation du CSA, elle est minime, c'est-à-dire pour les sites Internet des chaînes télé, des radios. Donc, vraiment, elle est très minime. Comment réguler les réseaux sociaux? Comment réguler YouTube? C'est un véritable casse-tête et c'est là où c'est difficile pour le CSA de venir réguler. Mais il manque effectivement une certaine régulation. C'est la raison pour laquelle aussi on sent que le gouvernement fait un appel à tous les hébergeurs, les plateformes, pour pouvoir se responsabiliser. Twitter notamment a été montré du doigt récemment par l'État en disant qu'il faut réguler, il faut justement responsabiliser les plateformes parce qu'on voit que c'est difficile effectivement de donner le pouvoir au Conseil supérieur de l'audiovisuel sur ces nouveaux réseaux. On entend beaucoup parler du CSA, notamment pendant les périodes électorales. Le CSA impose une équité dans les interventions des politiques, aussi bien dans le temps de parole des candidats, mais également pour l'ensemble des séquences qui leur sont consacrées. Je pense aux éditos, aux débats. Cette équité, si l'intention est louable, est-ce que déjà elle est respectée? Et est-ce que cette équité n'est pas un frein trop lourd pour les rédactions? Je pense que l'équité, pour respecter le temps de parole des politiques, est loin d'être un frein, bien au contraire, c'est un soulagement justement pour les journalistes et pour ceux qui comptent le temps de parole. Pourquoi? Parce que l'équité, ce sont juste des règles de bon sens. C'est quoi l'équité? Par exemple, pour la campagne européenne, 6 semaines avant, il y aura justement le décompte des temps de parole qui va commencer 6 semaines avant la campagne et pas avant, parce qu'on entend tout le monde dire oui, Emmanuel Macron il parle trop, etc. On n'est pas encore dans le décompte de la campagne électorale pour le CSA.
En revanche, 6 semaines avant, on va entrer dans l'équité. C'est quoi l'équité? Ce sont des règles de bon sens. Plus tu as eu un meilleur score aux dernières élections, plus tu as droit à un temps de parole. C'est quoi les règles de bon sens? Plus tu as un parti important, plus tu auras du temps de parole. Ce sont juste des règles de bon sens. En revanche, il faut quand même souligner qu'on est l'un des rares pays au monde qui comptons le temps de parole des politiques. La Roumanie, la France, mais les États-Unis, les autres pays ne le font pas. Donc, et pourquoi est-ce que la France le fait? Parce que les politiques le demandent, le réclament, le sollicitent. Et c'est la raison pour laquelle c'est inscrit dans la loi qu'on compte effectivement le temps de parole, mais en période électorale, mais aussi hors période électorale. Et lorsqu'un politique dit « il fait beau » ou bien « félicitations à Meghan Markle, j'en sais rien pour son bébé », tout est décompté par le CSA pour pouvoir équilibrer le temps de parole sur chaque média. Mais sur l'équité, certains reprocheront justement que les candidats politiques bénéficient d'un temps de parole relatif à leur score aux précédentes élections, à leur poids dans le paysage politique, mais à ce rythme, certains pourront considérer qu'ils ne partent jamais finalement sur un pied d'égalité. Je pense notamment aux petits candidats. Et pourquoi vouloir donner, par exemple, aux petits candidats, ce que vous appelez petits candidats, on peut ne pas les appeler comme ça, un temps de parole égal, par exemple, à un parti élu, qui a beaucoup d'élus par les Français. Mais pourquoi un parti ne pourrait pas-il être élu, justement, avec plus de temps? Alors, par exemple, lorsque je m'occupais de la campagne électorale de la présidentielle de 2012, il y avait 160 candidats à la présidentielle, personne n'en parlait, et quand je fouillais et je regardais justement le profil des petits candidats, comme vous dites, eh bien, ils venaient me voir et ils me disaient « Madame Kelly, on veut passer à la télé pour pouvoir exister. » Un peu votre question. Qu'est-ce que je leur disais? « Monsieur, quel est votre dernier meeting ?»« Ah ben non, on n'a pas de meeting. »« Mais quelle est votre équipe ?»« Ah ben non, on n'a pas d'équipe, on est deux. » J'ai dit « Ne demandez pas aux médias de vous créer, de vous faire exister. Vous existez et c'est aux médias de refléter votre vie politique, votre campagne électorale. Donc il ne faut pas demander aux médias de créer un parti politique. Ce n'est pas son rôle. Le média doit refléter la réalité et la vivacité, le dynamisme de la campagne d'un parti politique. En février dernier, vous avez fait une audition devant l'Assemblée nationale. Vous mettiez en garde contre le danger que connaît notre démocratie, avec les fake news notamment. Vous preniez, je cite, une information contrôlée, juste une information tout court. Pensez-vous que le CSA a un rôle à jouer dans le contrôle de ces fake news? Et est-ce que vous estimez que les médias ont pris le sujet à bras-le-corps suffisamment? Alors c'est un colloque que j'ai fait à l'Assemblée nationale pour la Journée mondiale de la télé. Chaque année, je choisis un thème, c'était en novembre. Et est-ce que les médias ont pris conscience? Je ne pense pas suffisamment. Pourtant, il y a beaucoup de plateformes de lutte contre les fake news. Je pense aux Décodeurs du Monde, bien des Intox, etc. Bien sûr. Et maintenant, presque chaque chaîne a son émission anti-fake news. Justement, même le 20h de France 2, je crois, ils font un zoom anti-fake news, etc., l'œil du 20h, etc. Donc oui, quelque part, on a effectivement ces petits modules face aux fake news. Mais la réalité du fake news, elle est tellement plus profonde que ça, tellement plus dangereuse que ça. Donc à la fois, c'est important qu'on puisse alerter, justement, et en même temps, c'est un mal profond sur les réseaux, sur la toile du net, qui est très difficile, justement, à être guéri, on va dire, par les médias traditionnels. Pourquoi? Parce que, justement, beaucoup de personnes ne croient plus aux médias traditionnels. Ils ne croient plus aux médias traditionnels qui vont leur expliquer comment faire face aux fake news. Voilà où est la difficulté. Donc on est bien loin, effectivement, d'arriver par les médias à guérir le mal des fake news. En revanche, on a besoin effectivement d'éduquer, d'alerter, d'ouvrir le regard de l'opinion publique sur les fake news qui viennent certainement bien plus loin de ce qu'on croit. Et qu'est-ce que vous pensez de la loi anti-fake news? À l'époque, ça avait fait beaucoup parler, et puis le texte a été adopté, a été publié au Journal officiel en décembre dernier, dans un silence étourdissant. À l'époque, beaucoup de journalistes regardaient ça d'un mauvais œil. Ils estimaient que le politique, dans un rôle d'arbitre, c'était peut-être un peu dangereux. Ben oui, justement, on n'en parle plus beaucoup de la loi fake news. À la fois, on a senti que le chef de l'État avait annoncé cette loi fake news pour lutter contre la chaîne RT, on s'en souvient. Deuxièmement, pour lutter contre les fake news de façon générale et surtout en période électorale.
mais on s'est rendu compte, et c'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire que tout le monde s'était un peu élevé contre cette loi en disant que lorsqu'une fake news apparaît et se propage sur les réseaux et sur la toile du net, aller saisir quelqu'un pour dire écoutez, la fake news elle est fausse, il faut retirer l'information en 48 heures, enfin même en 48 heures c'est trop tard. Donc il faut voir effectivement ce que donnera cette loi dans le concret. C'est un pas quand même, je trouve que c'est quand même une tentative. Je ne suis pas sûre qu'elle va régler le problème de fake news, mais c'est une tentative. Même l'avènement de cette loi a permis de lancer le débat sur les fake news, a permis de discuter des fake news, a permis de montrer qu'effectivement qu'il y a un vrai danger par rapport aux fake news. Vous savez, j'ai été candidate à la présidence de la chaîne parlementaire et la première phrase que j'avais dite, c'était en février 2018. J'avais dit « La démocratie est en danger » à cause des fake news. Et je pense qu'on sous-estime à quel point notre démocratie est en danger à cause des fake news. Mais sur le rôle même des politiques, votre avis là-dessus, est-ce que, à votre avis, c'est le rôle d'un politique d'intervenir sur ce domaine-là ? Non, je pense que le politique, il a du mal à intervenir sur ce domaine-là. Alors, le législateur, oui. Le politique, non. On le sait peu, le CSA a rendu possible la citation de Facebook et Twitter à la radio et à la télévision, ce qui était interdit avant. Dès lors, j'ai une question à vous, ancien membre du CSA, mais également journaliste. Est-ce qu'on n'accorde pas trop d'importance à ce qui circule sur les réseaux sociaux, dans les médias audiovisuels ? On entend sur les chaînes d'information continue que telle tendance sur Twitter prend de l'ampleur, et donc on va en parler pendant des heures, quelquefois en oubliant que Twitter, c'est finalement 5% des gens, pour être généreux. Très intéressante votre question, parce que c'est moi qui me suis bagarrée pour autoriser la citation de Facebook et Twitter dans les médias. C'était interdit. Pourquoi ? Décret de 92 sur la publicité. Citer Facebook ou citer Twitter, c'était faire de la publicité pour des entreprises qui lèvent des milliards de dollars. Bon. Finalement, j'ai fait faire une autorisation, un peu comme pour les médias, pour la presse écrite, on peut faire un peu la promo de la presse écrite, donc on peut faire la promo de Facebook et Twitter. Pourquoi ? Parce que les médias eux-mêmes m'avaient demandé, j'avais fait beaucoup d'auditions et enquêté là-dessus pour savoir en quoi ça aidait le média traditionnel, la télévision et la radio, d'avoir un lien avec Facebook et Twitter. Et ils me disaient, mais c'est là qu'est leur public aujourd'hui. Ils veulent être en phase avec leur public. Ils veulent justement partager avec leur public. Et on se rend compte que, quand j'étais au CSA, un tweet sur 2 concernait un programme de la télévision, par exemple. Et aujourd'hui, et je me rappelle lorsque j'avais fait ce texte, j'avais autorisé cette possibilité de citation, j'avais dit aux médias, attention, vous l'avez demandé, mais attention à ce que ça soit justement, que ça ne soit pas un enterrement de première classe, que ce ne soit pas justement ces médias, ces nouveaux médias qui vous enterrent. Et là, on peut se rendre compte que maintenant, un politique, lorsqu'il veut communiquer, il va sur les réseaux sociaux. Le journaliste, il va regarder ce que dit le politique sur les réseaux sociaux pour pouvoir suivre. Instagram, on va suivre par exemple quelqu'un comme Bouba, il ne fait pas d'interview, on le suit sur Instagram. Les politiques, c'est pareil, ils font leur communiqué tout sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est bien que les réseaux sociaux existent, mais c'est aussi un danger pour les médias traditionnels. Et il faut que les médias traditionnels, les journalistes s'adaptent en permanence pour être eux aussi force de proposition, d'information, qu'eux aussi ils donnent de l'info, qu'eux aussi ils aillent enquêter. Et regardez ce qui marche quand même aujourd'hui à la télévision, ce sont les enquêtes. On a besoin d'enquêtes, besoin de documentaires. Le téléspectateur, il a soif encore aujourd'hui d'informations traitées et vérifiées. Ma question sur les réseaux sociaux, elle n'est pas anodine, parce qu'on s'est rendu compte que certains faits d'actualité, sur certains faits d'actualité, des chaînes d'information en continu, par exemple, invitaient des gens sans forcément prendre beaucoup de recul, sans vérifier leur passé, leur passif, ce qu'ils avaient dit avant, etc. On l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, avec des invités qu'on n'avait jamais vus avant et qui se sont mis à dire des choses, certains complotistes, certains huluberlus, etc. Est-ce qu'il y a une facilité qui s'est créée en fait, dans le métier de journaliste ? On ne peut pas non plus demander aux journalistes de connaître le casier judiciaire de chaque personne qui vient sur son plateau. Bien sûr, mais vérifier oui. un minimum. Oui, vérifier un minimum, oui, mais je veux dire, on a maintenant tellement de chaînes d'infos, peut-être un peu trop, on a tellement d'intervenants sur les plateaux, peut-être un peu trop, mais les Gilets jaunes, l'avènement par exemple des Gilets jaunes, c'était Monsieur Tout et Monsieur Tout le Monde qui venait. Donc je ne pense pas qu'on peut vraiment faire le reproche à un journaliste de connaître
tout le profil de quelqu'un qui va venir sur son plateau. Imaginez, vous êtes gilet jaune, vous êtes une maman solo, vous arrivez sur les médias et avant d'arriver, on vous demande votre parcours, ce que vous avez fait, etc. et tout. Ça aurait pu être un peu gênant. Après, une fois qu'on voit qui est la personne et que finalement la personne n'est pas si nette, si vous permettez l'expression qu'on ne le croit, on ne l'invite plus. C'est ce qui est arrivé par exemple à Maxime Nicole, mais il est moins invité, le mal a etc. pu être fait. C'est ça le Pas forcément, je ne suis pas sûre que le mal ait forcément été fait parce que ce sont justement les téléspectateurs qui disent mais attendez, regardez, est-ce que cette personne-là mérite d'être sur le plateau et tout. Donc je ne suis pas sûre que… Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des gilets jaunes. Attention, hein, ce n'est pas un politique. Ce n'est pas non plus… regardez, même quand le gouvernement va choisir un ministre, au bout de quelques temps, il se rend compte que, regardez, Laura Flessel, il semblerait payer ses impôts. Ou bien d'autres personnes, on ne les prend pas en tant que ministre parce qu'ils avaient justement des problèmes avec les impôts, etc. Ou bien des problèmes avec leur déclaration à la haute autorité, donc de la transparence pour la vie publique. Donc, on ne peut pas faire le reproche aux journalistes de tout connaître sur tous ces intervenants. Vous savez, moi, je connais des chroniqueurs dans les médias, je connais des zones sombres de leur partie, de leur vie privée que personne ne connaît, on les invite quand même. On ne va pas quand même forcément tout dévoiler. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas d'être juge, mais là, par exemple, on prenait l'exemple des Gilets jaunes parce que ça reflétait un fait d'actualité, mais par exemple, certaines personnalités qui, à chaque fois, débordent un peu dans leur dire dans les médias. Et curieusement, on les invite, on les réinvite. Je pense notamment à des personnages comme Éric Zemmour, où souvent les journalistes se disent « mais pourquoi on les réinvite toujours, pourquoi on leur donne la parole ?» Donc on entretient ça, et finalement on se rend compte qu'ils ont toujours leurs ouvertures dans les médias. Alors, Éric Zemmour, ce n'est pas un gilet jaune. Hein. Non, bien sûr. C'était justement pour différencier, parce qu'il y a le fait d'actualité, avec des gilets jaunes, effectivement, on ne les connaît pas avant, et c'est difficile d'enquêter sur leur vie. Et puis il y a ceux qu'on connaît, qui ont l'étiquette de bons clients, comme on peut dire, et qu'on réinvite quand même malgré tout. Et je suis d'accord avec vous. Moi, il m'arrive de voir des experts sur les plateaux et qui me choquent, de les voir invités et réinvités, et vu la propagande qu'ils diffusent, personnellement, ça me gêne. En revanche, ce n'est pas pour dédouaner les médias, mais on a combien de chaînes info, combien de chaînes télé, 200 chaînes télé en France, 900 radios. On a la possibilité justement de zapper, on a la possibilité de ne pas regarder, on a la possibilité d'aller chercher l'info sur une autre chaîne info, on a la possibilité de regarder ailleurs. Vous avez cité Éric Zemmour. Éric Zemmour, il a fait partir Yacine Bellatar sur LCI. Éric Zemmour, il a fait partir le patron de Sud Radio, le patron de Radio Classique. Donc certaines personnes acceptent Éric Zemmour, d'autres n'acceptent pas Éric Zemmour. Ça, c'est quand même la liberté aussi de chacun. Il y a une partie du public français qui aime Éric Zemmour, une partie qui n'aime pas Éric Zemmour. Libre aussi à ceux qui invitent tel ou tel expert de faire leur choix éditorial. Par exemple, le CSA n'a rien à voir avec le choix éditorial, par exemple, des experts qu'on invite sur le plateau. Et libre ensuite aux téléspectateurs de se faire un jugement par rapport à la possibilité d'experts qu'on lui propose et de se dire tiens là je n'ai plus confiance, tiens là je vais partir sur une autre chaîne info, tiens là je vais peut-être faire confiance à la radio, à BFM Radio plus qu'à France Info Radio ou bien à BFM Télé plus qu'à CNews. Donc là ça permet aussi aux téléspectateurs de se faire son choix par rapport au profil qu'on lui propose s'il ne se sent pas en sécurité d'information. Prenons l'exemple aux États-Unis. On a des chaînes comme Fox News, très à droite, et on a à gauche MSNBC. Donc, et ce qui se passe aux États-Unis, jamais on ne peut voir ça en France. Enfin, ne disons pas jamais, ça peut peut-être arriver. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est complètement impossible d'avoir une chaîne tellement ancrée dans une éditorialisation à droite, voire à l'extrême droite, et une chaîne très ancrée à gauche. Ici, on a des tendances, on a des mouvances qui n'échappent pas au téléspectateur ni à l'auditeur. Le téléspectateur n'est pas idiot. Mais n'est pas idiot, mais le CSA est là quand même pour pouvoir réguler. Avec le temps de parole, pouvoir dire vous avez donné du temps de parole à l'extrême droite, vous donnez aussi à l'extrême gauche, vous donnez aussi au centre, vous donnez aussi au LR et à La République En Marche, etc. Pour conclure cette interview, on parle beaucoup de la défiance envers les journalistes. Aujourd'hui, en tant que journaliste, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rabibocher un petit peu le lien entre le grand public et les médias? Info, vérifier, revérifier, re-revérifier. Je vais vous donner un seul exemple qui m'a fait mal au cœur et où je me suis dit là, je vais peut-être passer de l'autre côté de ceux qui commencent à nourrir une défiance envers les journalistes. J'organise à l'Assemblée nationale un colloque sur les familles monoparentales. Et je vois un article qui est repris par plusieurs marques très sérieuses
en information, les 3 articles étaient faux. Ils ne citaient pas, ils n'étaient pas là, ils n'ont pas expliqué qui a organisé, ils ont menti sur tout l'article, et ça me fait mal. Et vous savez ce que m'ont dit les téléspectateurs, ou bien les tweetos, on va dire. Vous voyez, Madame Kelly, quand on vous dit qu'on ne croit pas aux journalistes, on ne les croit plus. Ça m'a fait réfléchir. Donc, comment rapprocher le journaliste du public? Info, vérifier, revérifier, et ne pas céder à la tentative de la démagogie, ne pas céder à la tentative pour faire plaisir au public. Trop d'experts sur le plateau veulent plaire au public, viennent sur les plateaux télé pour avoir des followers, viennent sur le plateau télé pour se faire applaudir. Et là, justement, ou bien viennent sur le plateau terrorisés par ce qui va être dit sur les réseaux sociaux, muselés par ce qui va être dit sur les réseaux sociaux. Voilà la réalité. La liberté de pouvoir dire ce qu'on veut, en dépit de ce que les autres pensent, mais dit sur les réseaux sociaux, et une information vérifiée. Vérifier. C'est la base du journalisme, mais revenons à nos classiques, parce que le téléspectateur ne se trompe pas, il va apprécier le journaliste qui vérifie son information. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christine Kelly. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.